Depuis la fin du XXe siècle, les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes partout sur la planète. La nature nous a déjà envoyé quelques avertissements. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inondations catastrophiques. Quand l'océan se jette à l'assaut des rivages, tout le littoral est dévasté. Les grandes mégapoles côtières sont en première ligne face aux inondations. Régulièrement, les colères de la nature y sèment la mort et la désolation. Ça se reproduira et ce sera de pire en pire, parce que le climat change et que la mer monte lentement, mais elle monte. De New York à Shanghai, de Tokyo à Bangkok, les inondations sont les catastrophes naturelles les plus meurtrières. Riches ou pauvres, aucune mégapole n'est épargnée. Que se passe-t-il sur la planète? On a consommé trop de ressources naturelles. On consomme n'importe comment. D'année en année, la vulnérabilité des villes augmente inexorablement. Si le réchauffement climatique est en cause, il y a autre chose qui se détraque. La terre descend, s'enfonce, coule. La mer monte, des villes s'enfoncent. On devra peut-être abandonner certaines grandes villes dans le futur. Alors que faire? Comment se protéger contre les éléments en furie? L'homme et sa soif démesurée de croissance sont-ils responsables? Il ne faut pas attendre une catastrophe pour agir. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire agir avant la catastrophe. En pratique, il faut être prêt à accepter l'imprévisible. Accepter à bras ouverts l'incertitude. Dans le monde entier, chercheurs, ingénieurs, économistes et urbanistes se mobilisent face à cette menace planétaire. Ensemble, ils tentent de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des inondations. Ils font le tour des solutions possibles et cherchent les clés d'un avenir plus serein. Le 29 octobre 2012, la moitié de New York est dans le noir, les pieds dans l'eau. Le cyclone Sandy s'est abattu sur la côte est des États-Unis et a frappé la ville de plein fouet. L'eau a englouti les rues, saccagé les maisons, rempli les tunnels. Des courts-circuits dans les systèmes électriques provoquent des incendies dévastateurs. La centrale électrique de Conedison explose. Alors qu'ils se croyaient protégés, les New-Yorkais découvrent que leur riche et puissante métropole est en réalité un fragile château de cartes. Déjà en 2005, j'avais dit que New York serait inondé et que la question n'était pas de savoir si cela arriverait, mais quand. Bien sûr, ni moi ni personne ne pouvait dire quand exactement, mais je savais que cela arriverait. Et c'est arrivé. Le matin, les habitants découvrent l'ampleur des destructions. Nombre d'entre eux ont tout perdu et ne sont pas assurés. Sandy a fait 53 morts et causé 19 milliards de dollars de dégâts dans le seul État de New York. C'était plutôt flippant de voir arriver ça à New York. D'habitude, on voit ça au JT. Et on ne pense pas une seconde que ça puisse nous arriver. C'était incroyable. Cette nuit, depuis le bout de cette rue, c'était comme une rivière qui nous arrivait dessus. En fait, on se serait cru dans un film. We are here for you. And we will not forget, we will follow up to make sure that you get all the help that you need until you've rebuilt. Reconstruire, oui. Mais surtout comprendre. Voilà ce qui préoccupe les New-Yorkais au lendemain de la catastrophe. Ce n'est pas la première fois qu'un ouragan frappe la côte est américaine. Alors, pourquoi Sandy a-t-il fait autant de dégâts? Chaque tempête est différente et le danger est de ne pas comprendre où elle peut impacter la côte. Ceci est une simulation de l'ouragan Sandy pendant sa trajectoire vers la côte est des États-Unis.
Ici, ce sont les vents, les couleurs représentent la vitesse des vents. Il prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus, remonte la côte est, puis passe au-dessus de l'océan. Soudain, il tourne vers l'ouest et s'abat sur le New Jersey, juste au sud de New York. C'est très inhabituel qu'un ouragan change subitement de trajectoire et tourne vers la gauche. Les vents qui ont touché New York étaient très puissants, même si l'épicentre de la tempête était plus au sud. Mais le vent n'est pas le seul responsable des destructions. Face à un tel cataclysme, l'attention se porte avant tout sur les mouvements de la mer et des vagues. L'océan est monté bien plus haut que la normale et a envahi le littoral, s'engouffrant dans les petits ports et les petites rivières, inondant les zones basses vulnérables, submergeant tout. Il y a eu aussi une seconde vague qui est arrivée de l'océan en passant à travers le détroit de Long Island et remontant l'East River. Il y a eu donc deux vagues, une venant du nord-est et une du sud, qui ont convergé vers New York. C'est la raison pour laquelle la vague a été si haute. Ces vagues déferlantes, qu'on appelait autrefois rats de marée, sont filmées par des amateurs et des chasseurs de tempêtes. Ils peuvent ainsi témoigner et aider les scientifiques à mieux comprendre le phénomène. Je me revois en train de filmer les vagues déferlant par-dessus cette barrière. J'aurais jamais imaginé que je filmerais un jour une tempête de la puissance de Sandy, ici même, dans ma ville natale de New York. Une image qui m'est vraiment restée en tête, c'est quand l'onde de tempête est arrivée sur la plage de Rockaway. C'est une plage où je vais depuis que je suis enfant, et je l'ai vue être détruite en quelques heures. On aurait dit que l'océan entier sortait de là. Les vagues montaient et inondaient l'ensemble de cette zone. On aurait dit un tsunami. Cette onde de tempête incessante qui s'écoulait vers les Rockaways. Cette vague immense, que Scott appelle un tsunami, est en réalité baptisée onde de tempête par les spécialistes. On me demande souvent quelle différence il y a entre un tsunami et une onde de tempête. Un tsunami est provoqué par un séisme sous-marin. Le plancher océanique vibre sous l'effet d'un fort tremblement de terre, ce qui génère une énorme vague capable de se déplacer extrêmement vite, jusqu'à 700 km/h. En se rapprochant de la Terre, elle prend de la hauteur et de la puissance. Puis elle se brise et va s'abattre sur le rivage, faisant quantité de dégâts et de morts. Ça, c'est un tsunami. Une onde de tempête est très différente. Ce sont les vents qui soufflent sur la surface de l'océan et qui poussent les eaux de surface vers la côte. L'eau frappe la côte et ensuite monte encore et encore, comme une super grande marée. Ce n'est pas un mur d'eau, mais comme elle monte de plus en plus, elle peut submerger les digues, les plages et déferler vers l'intérieur des terres. En s'engouffrant dans les rues, l'onde de tempête a provoqué plus de dégâts que l'ouragan lui-même. Et à l'instant précis de sa formation, d'autres paramètres sont venus accroître sa puissance. Quel est le niveau de la marée au moment où l'ouragan frappe? Pour Sandy, c'était marée haute et durant la pleine lune. On s'est donc retrouvé dans une situation où la marée haute était particulièrement haute sous l'effet de la lune quand l'ouragan a frappé. L'ampleur de la catastrophe est donc aussi une histoire de timing. À quelques heures près, l'impact aurait pu être moindre, ou pire encore. Et cela se répète à chaque avis de tempête, à New York comme ailleurs. Bangladesh 1991, cyclone Gorky, 138 000 morts. Ouragan Katrina, Nouvelle-Orléans, 1800 morts. Tempête Xynthia, France, cyclone Nargis, 40 morts. Birmanie, 138 000 morts. Typhon Ryan, 6 000 morts. À chaque nouvelle catastrophe, une question demeure. Quand aura lieu la prochaine? Les souvenirs s'effacent chez les gens. Ça fait 10 ans qu'un ouragan majeur a touché la côte des États-Unis. Wilma, en 2005, a été le dernier gros ouragan en date. Ça fait 10 ans. Plus le temps passe entre les tempêtes, plus nous sommes en danger de répéter les mêmes erreurs.
La mémoire des gens s'efface après quelques années. Avec le changement climatique, cela pourrait facilement être une tempête centennale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire qu'on va attendre 100 ans avant la prochaine tempête. Ça signifie simplement que chaque année, il y a une chance sur 100 que cela se reproduise. Ça ne semble pas beaucoup, mais si j'étais assis dans un avion en attendant le décollage et que le pilote annonce « Il y a une chance sur 100 que cet avion s'écrase aujourd'hui », moi, je quitterais l'avion. Donc, le risque est en effet assez élevé. Les gens ont besoin de réponses. Ils veulent savoir si c'est quelque chose dont ils vont devoir se soucier plus souvent. Les autorités disent souvent « Oh, c'était un phénomène rare. Cela ne se reproduira pas. » Mais je dis « Non, 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 cela se reproduira et ce sera de pire en pire. » Il faut donc anticiper. Aujourd'hui, il est devenu impossible de se voiler la face. Dans les villes côtières, les ondes de tempête sont devenues l'ennemi numéro 1. Nos sociétés bardées de capteurs, de simulations informatiques et de polices d'assurance ne suffisent pas à nous protéger contre ces aléas de la nature. Mais quelle est l'ampleur du désastre à venir? Quelles sont les grandes villes les plus vulnérables aux inondations? Qu'est-ce qui les rend si fragiles? Robert Nichols, éminent spécialiste de la dynamique des régions côtières, a mené une vaste étude aux conclusions pour le moins inquiétantes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mené une étude sur l'ensemble des villes du monde et étudié le cas de 136 villes côtières qui, en 2005, dépassaient le million d'habitants et disposaient d'un port. On a alors regardé combien de gens vivaient en zone inondable dite de récurrence de 100 ans, c'est-à-dire là où le risque d'inondation est de 1% par an. Et on a vu qu'ils étaient 400 millions à vivre dans ces 136 villes en 2005 et que 40 millions d'entre eux, soit 1 sur 10, vivaient dans ces zones. Et on a découvert que certaines villes avaient de très grandes zones inondables, notamment Shanghai, Bangkok, Jakarta. Un certain nombre de ces villes étaient vraiment à risque et elles étaient en Asie. En poursuivant ses recherches, Robert Nichols a fait un constat étonnant. Si tant de personnes se trouvent en zone inondable, ce n'est pas seulement à cause des aléas climatiques. Une nouvelle donnée s'ajoute à l'équation. Un quart de ces 136 villes est réellement en train de couler. Et je parle d'affaissement pouvant aller jusqu'à 10 à 20 cm par an, soit 1 mètre tous les 5 à 10 ans. Ce sont des modifications énormes. Bangkok en est sans doute l'exemple type. Le centre de la ville s'est enfoncé de 2 ou 3 mètres au cours du XXe siècle, ce qui la rend bien plus vulnérable aux inondations. Installée dans le delta du fleuve Chao Phraya, au cœur du golfe de Thaïlande, Bangkok est surnommée la Venise de l'Orient. Plus de 2600 km de voies navigables quadrillent la ville de part en part, ce qui la rend particulièrement vulnérable. Ici, les habitants ont toujours vécu à fleur d'eau, organisant leurs activités autour de la rivière. Mais depuis 3 décennies, une véritable explosion urbaine a transformé le visage de la capitale, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'affaissement de la ville. Désormais, les canaux, les temples et les habitations traditionnelles côtoient les gratte-ciel, les autoroutes et les centres commerciaux ultramodernes dans un enchevêtrement de plus en plus chaotique. Depuis les années 80, la ville est passée de 4 à 14 millions d'habitants. Une croissance foudroyante qui laisse Bangkok dans une situation critique. Si on regarde 30 ans en arrière, on pouvait sans crainte utiliser l'eau de pluie et la stocker à la maison. Mais la pollution est arrivée quand les villes se sont mises à grandir. Donc les gens ne pouvaient plus utiliser l'eau de pluie comme eau potable ou pour les besoins quotidiens. Alors ils se sont mis à puiser l'eau souterraine. Et avec le pompage excessif des nappes phréatiques, les problèmes ont commencé. À mesure que l'eau souterraine est collectée, les nappes phréatiques se vident, puis les roches s'affaissent. En surface,
le sol s'enfonce peu à peu. Dans les rues de Bangkok, ce phénomène appelé subsidence laisse de nombreux stigmates. Vous voyez ça? C'est une preuve de la subsidence. Vous voyez que le muret de sécurité s'est déformé. Ça fait comme une vague. Cela vient du fait que le muret ne se trouve pas sur les fondations, mais à même le sol. Tous les ans ou tous les 2 ans, le service des autoroutes apporte du béton pour compenser. Tout le long de l'autoroute, le parapet s'enfonce là où le sol s'est tassé. Et des affaissements du même type sont visibles dans presque tous les quartiers de la ville. Voici une autre preuve de la subsidence. Ce pilier repose sur une base, sur des fondations. Au départ, ces 2 parties étaient au même niveau. Mais à cause du pompage des eaux souterraines, cette partie s'est affaissée. Dans certaines zones, le sol s'est affaissé de plus d'1 mètre environ sur une vingtaine d'années. Ce n'est donc pas uniforme sur toute la zone. Ça dépend de l'endroit et de la quantité d'eau exploitée ou non par les usines. En bleu foncé ici, ce sont les zones de Bangkok qui sont en dessous du niveau de la mer. Parce que dans le passé, on a beaucoup pompé l'eau du sous-sol. Ces quartiers ont été particulièrement touchés par les terribles inondations qui ont frappé la Thaïlande en 2011. Cette année-là, une mousson violente a déversé près de 16 milliards de mètres cubes d'eau dans les rues de Bangkok. Des quartiers entiers sont restés immergés pendant plusieurs mois. Les gens ont vu leurs maisons endommagées, leurs voitures emportées, les agriculteurs, leurs terres inondées à la périphérie de Bangkok. À un moment, 12,5% des terres agricoles étaient sous l'eau en Thaïlande. La Thaïlande est traversée du nord au sud par des rivières qui confluent vers le fleuve Chao Phraya. Toutes les eaux des montagnes du nord coulent ainsi vers Bangkok pour se jeter dans le golfe de Thaïlande. Chaque année, pendant la saison des pluies, les rivières en creux risquent de déborder. Et la capitale des anges se retrouve au point de confluence des colères du ciel, des fleuves et de la mer. Si les 3 sources d'eau, qu'on appelle les 3 sœurs, se retrouvent précisément au même endroit, au même moment, là on a vraiment un problème. La première sœur, c'est l'eau qui vient du nord, après un lâcher de barrage. La deuxième vient du ciel. C'est la pluie qui tombe sur Bangkok. Et la troisième sœur, c'est la marée haute qui arrive de l'océan. Imaginez un peu quand on est à marée haute et l'eau du nord arrive ici. On atteint déjà des hauteurs de 2,50 m à 3 mètres. Et si la pluie s'abat sur la ville, des 2 côtés, comment voulez-vous drainer tout ça? En Asie du Sud-Est aussi, le changement climatique aggrave la situation. Le cycle immuable des moussons est de plus en plus perturbé. Les régimes de précipitation ont changé. Ils sont moins prévisibles. Or, chaque année, les villes nettoient les systèmes de drainage à une date précise, en fonction du moment où les pluies sont attendues. Mais les choses ont changé. La pluie arrive trop tôt, ou bien c'est le nettoyage des drains qui arrive trop tard. Si bien qu'en cas de forte pluie, la ville se trouve tout à coup inondée. Et les gens, la communauté, le gouvernement, personne ne sait quoi faire. D'année en année, le risque d'inondation grandit, tandis qu'en parallèle, Bangkok continue de s'affaisser. Pire, à cause des activités humaines, la ville est devenue incapable d'évacuer l'eau en excès. Autrefois, Bangkok avait tout un réseau de canaux et de voies navigables naturelles qui pouvaient servir de drainage. Donc l'eau venant du nord coulait à travers Bangkok jusque dans le golfe de Thaïlande. Avec beaucoup plus de gens, de maisons et d'infrastructures, tous ces réseaux de canaux et de rivières sont maintenant bloqués ou ont disparu.
Jetez un œil par la fenêtre à Bangkok et regardez les constructions en cours. Posez-vous la question, est-ce qu'ils ont utilisé des modèles hydrologiques tenant compte des inondations afin de mesurer l'impact de cet édifice sur ces gens lors des prochaines pluies torrentielles? Eh bien non, cela ne se passe pas systématiquement. Les gens ne sont pas suffisamment informés. Ils n'ont pas assez conscience de ce changement dans le régime des pluies et du fait que ce risque d'inondation puisse passer de 1% par an à 2%, puis à 10% et même 20% par an. Il y a un manque d'information, que ce soit au niveau des entreprises, du gouvernement ou de la société civile. Les plans d'occupation des sols sont en partie responsables de la disparition des voies d'écoulement. Ici, la bétonisation extrême et désorganisée se conjugue donc à la subsidence. Heureusement, aujourd'hui, le pompage souterrain est interdit en ville. Et l'affaissement de Bangkok est passé en moyenne de 10 cm à 3 cm par an. Mais le problème a seulement été déplacé juste un peu plus loin. Les usines ont déménagé vers les banlieues. Et certaines se sont installées sur le littoral. Résultat, le littoral s'enfonce et cela provoque une intrusion de l'eau de mer à l'intérieur. Peu à peu, la mer gagne du terrain. Les côtes du golfe de Thaïlande s'érodent. La mangrove protectrice disparaît, arrachée par l'homme ou détruite par l'érosion. Ces 40 dernières années, l'eau a déjà gagné 5 km sur les terres. Seul au milieu de la mer, un temple résiste contre les flots. Il est le dernier témoin du recul de la côte. Le village qui l'entourait a dû reculer lui aussi. Et ses poteaux électriques, droits comme des i, les pieds dans l'eau, sont les ultimes vestiges de sa présence. Les hommes et les femmes qui l'habitaient ont dû déménager plusieurs fois. Aujourd'hui, 400 d'entre eux sont installés ici, à quelques kilomètres plus au nord. Samorn Kansamut, la chef du village, lutte pour sauver l'intégrité de sa communauté. Les gens sont partis chaque fois que leurs maisons ont été détruites par l'eau. Mais nous, on va lutter. On ne part nulle part. Avant, on vivait au niveau du sol. Mais comme l'eau est arrivée, on a monté notre maison d'1 mètre. Et puis maintenant de 2 mètres. On doit suivre le mouvement. Si les citernes sont sous l'eau, on doit les surélever. On doit s'adapter à la nature, vivre avec la nature. Pour les villageois menacés par les flots, témoigner et se battre est presque devenu un devoir de mémoire, pour que jamais leur histoire ne sombre dans l'oubli. Le village était à 2 km de la mer. On n'avait pas construit la maison en bord de mer. Le temple bouddhiste, lui, livre son dernier combat contre les vagues. Cette histoire de subsidence a commencé il y a 30 ou 40 ans. Quand je suis arrivé ici, il y avait des chemins en terre. Il y avait une ferme de crevettes derrière le temple. 10 ans après, il n'y a plus rien. Maintenant, les talus de protection sont démolis et les agriculteurs sont partis. On a consommé trop de ressources naturelles. On consomme n'importe comment. On a massacré les côtes et le résultat est là. Si on respectait la nature, les dommages ne seraient pas si graves, si rapides, et il y aurait des mangroves. La disparition du temple est devenue inévitable. Selon les spécialistes, s'il n'est pas mieux protégé, il sera définitivement englouti d'ici 50 ans. Ce temple est un vrai symbole, car il montre que dans le futur, il est possible que l'eau ne s'arrête pas ici,
mais continue jusque dans la ville, jusque dans l'agglomération de Bangkok, si on ne fait rien. Il est peut-être temps de penser aux protections et de faire quelque chose. Le golfe de Thaïlande n'est qu'un exemple parmi d'autres de zones menacées par la subsidence et le recul des côtes. Sur les 136 mégapoles les plus à risque, une trentaine est susceptible de subir un affaissement important. Mais peut-on lutter contre ce phénomène dramatique et irréversible? Pour le savoir, il faut d'abord cerner l'ensemble des paramètres en cause. Or, en plus du pompage et de l'urbanisation à outrance, un autre élément fondamental entre en jeu. Presque toutes les villes qui s'affaissent sont situées sur des deltas. La dynamique des régions deltaïques de la planète, c'est la spécialité de l'océanographe américain James Civitsky. Les grands deltas sont de très beaux espaces à vivre. Ils sont les berceaux de notre civilisation. Ils fournissent des sols organiques très riches, idéaux pour la culture, et sont au croisement du transport maritime et fluvial. On peut faire 100 km et les variations d'altitude ne seront que de quelques mètres au plus. Ils sont donc extrêmement plats et construire une ville sur ces terres plates est très facile. Mais aujourd'hui, ce développement se retourne contre nous. Nous avons mis des instruments dans les rivières, placé des instruments dans la mer près des côtes et avons pu observer les mouvements des méandres des fleuves et ceux des sédiments. On ne faisait pas tellement attention aux populations humaines, car jamais nous n'aurions pensé qu'elles puissent jouer un si grand rôle. Les données des marégraphes suggéraient que les deltas s'enfonçaient en moyenne 4 fois plus vite que les autres régions. Donc nous savions que quelque chose d'incohérent était en train de se passer sur les deltas. On a alors commencé à réfléchir. Les humains ont des activités et prennent des décisions au niveau du sol pour des motifs économiques. Nous ne sommes donc plus face à un système naturel, avec un fleuve, des sédiments et l'énergie de l'océan, mais face au principal protagoniste de l'histoire, l'homme. L'activité humaine. En construisant des villes toujours plus grandes dans les deltas, l'homme y a fait s'enfoncer la terre plus vite qu'ailleurs. Mais cette bétonisation à outrance s'étend bien au-delà des mégapoles côtières. Depuis toujours, les alluvions charriées par les rivières venaient se déposer dans les deltas et contribuaient à leur équilibre. Mais les barrages ont changé la donne. Quelquefois, quand il y a des barrages, les sédiments ne peuvent plus arriver jusqu'à la côte. Ils sont prisonniers des barrages et des réservoirs, ce qui provoque le recul du littoral. Inexorablement, les côtes des deltas du monde reculent partout où de grandes villes se sont installées. Comme vous le voyez, en 1800, il n'y avait que quelques barrages. Les points rouges indiquent où sont construits les nouveaux barrages, d'abord aux USA, Japon, Inde. La question des barrages fait partie intégrante de l'histoire. Aujourd'hui, il existe plus de 45 000 barrages à la surface du globe. En contrôlant ainsi le débit des fleuves et en puisant toujours plus d'eau dans les sous-sols, l'homme abîme peu à peu les terres sur lesquelles il vit et serait donc doublement responsable. Aujourd'hui s'y ajoutent en plus de nouvelles activités, comme la pisciculture, l'élevage de crevettes ou l'implantation d'industries sur le bord de mer. Des activités économiques qui ne tiennent pas toujours compte de l'environnement. Les villes situées sur les deltas sont toutes menacées. Cela ne fait aucun doute. Et elles font partie de cette liste des 136 villes à risque. Au fil du temps, l'équilibre naturel des grands écosystèmes fluviaux est de plus en plus manipulé, de moins en moins naturel. À Tokyo, on atteint le summum de cette emprise de l'homme sur son territoire. Au XVIIe siècle, les autorités ont dévié le fleuve Toné vers l'est afin qu'il se jette dans la mer à bonne distance de la ville. Aujourd'hui, seuls des bras de rivière arrivent toujours jusqu'à Tokyo. La baie n'est en fait plus un delta.
Pourtant, avec ses 37 millions d'habitants, la mégapole la plus peuplée du monde est toujours sur la liste des villes les plus vulnérables face aux inondations. Cette menace n'a rien de nouveau. Cela fait des siècles que les habitants souffrent à intervalles réguliers des invasions de l'eau. En plus d'avoir dévié le fleuve principal, ils ont ainsi creusé au fil des années de nombreux canaux pour limiter les crues. Ce canal de dérivation, par exemple, a été bâti il y a plus d'1 siècle pour protéger l'un des plus vieux quartiers de Tokyo. Cette histoire remonte à 1910. Un énorme typhon est arrivé ici et il y a eu de graves inondations. Le gouvernement de l'époque a décidé de creuser ce canal de dérivation pour que la ville puisse se débarrasser des inondations. Mais la zone située de l'autre côté de la digue du canal était complètement rurale. Ces terrains agricoles devaient servir de zone tampon et absorber l'eau en excès si la rivière venait à déborder. Mais dans les années 30, des hommes et des femmes sont venus s'installer ici. Énormément d'eau a ensuite été pompée, notamment pour l'industrie, entraînant comme à Bangkok un affaissement des sols de plusieurs mètres. Et donc, toute cette zone ici est aujourd'hui 2 à 3 mètres plus bas que le niveau de la rivière. Donc, le niveau de la rivière correspond en fait au niveau du premier, voire du 2e étage de ces maisons. C'est un sérieux problème pour nous, un véritable casse-tête. Aujourd'hui, 1 700 000 personnes habitent ce quartier de 120 km², situé sous le niveau de la mer. Une surface plus grande que la ville de Paris et qui représente 1/5 du centre de Tokyo. Ici, nous avons un poteau avec différents repères. La plus haute inscription indique que le niveau actuel des berges de la rivière est plutôt haut. Et à 2 mètres au-dessus de ma tête, le repère indique où se trouvait le niveau du sol originel de 1918. Ensuite, le niveau moyen de la mer actuelle se situe ici, mais toujours plus haut que moi. Ce qui veut dire qu'au niveau du sol où je me tiens en ce moment, il y a un risque. Depuis les années 70, le Japon interdit le pompage des eaux souterraines dans les grandes villes. Mais le mal est fait. Une fois le sol affaissé, il ne retrouvera jamais son niveau d'origine. Plus inquiétant encore, aujourd'hui Tokyo continue de sombrer, mais pour une toute autre raison. Dans l'archipel nippon, les tremblements de terre sont particulièrement fréquents. En surface, ils causent bien sûr des dégâts considérables. Mais en profondeur, ils sont à l'origine d'un autre phénomène bien connu des géologues et des sismologues, la liquéfaction du sol. La liquéfaction est un phénomène qui se produit dans les zones de sable meuble. On trouve du sable meuble le long des côtes ou dans les zones artificielles gagnées sur l'eau. Nous avons donc un tissu granulaire de sable qui n'est pas solide et qui est complètement saturé d'eau. En cas d'important séisme, le support sableux perd subitement toute sa résistance et se liquéfie littéralement. Sous l'effet de la pression, le sable et l'eau remontent à la surface. Et les bâtiments s'affaissent comme dans des sables mouvants. On a donc une grande quantité de sable qui va être éjectée et dont il va falloir se débarrasser.
Et une fois la masse de sable éliminée, on voit très clairement l'affaissement du sol. Partout, les rues et les trottoirs s'enfoncent, fragilisant les fondations des grands édifices et des maisons. Comme on peut le voir ici, ces murs sont tous penchés. Et on peut voir que le niveau du sol d'origine était là. La subsidence a dû être d'environ 20 cm. En rouge sur cette carte de la baie de Tokyo figurent les quartiers qui risquent de subir la liquéfaction. Toute la zone portuaire est concernée. Dans cette zone de remblai, le niveau du sol est bas, car il a été aménagé il y a 100 ans, sans que des contre-mesures soient prises pour éviter la liquéfaction du sol. Or, dans cette zone artificielle, gagnée sur l'eau, il y a énormément d'usines chimiques qui sont venues s'installer un peu partout. Cette zone industrielle, construite sur des remblais, au ras de l'eau, est une véritable bombe à retardement. Depuis le tsunami de 2011 et l'accident nucléaire de Fukushima, les Japonais ont compris que les risques pouvaient se conjuguer. Séismes, tsunamis, liquéfaction, ondes de tempête. Une catastrophe naturelle peut très vite entraîner des désastres en cascade. Dans cette zone portuaire, que se passerait-il si une vague géante projetait ses immenses containers contre les usines chimiques? La ville de Tokyo est-elle suffisamment préparée? Tokyo a sombré de 4 mètres durant le XXe siècle. Pas toute la ville, mais la partie construite sur le delta, autour du port, qui s'est affaissée parfois de 4 mètres. Osaka, au Japon, a descendu de 3 mètres. Tianjin de 2 mètres. Shanghai s'est enfoncé de 3 mètres. Jakarta, en Indonésie, connaît une subsidence de 4 mètres et continue de s'enfoncer rapidement aujourd'hui. Manille a perdu probablement 1 mètre. Calcutta et Dhaka, on ne sait pas exactement, mais elles s'enfoncent assurément. La Nouvelle-Orléans s'est enfoncée de plus de 3 mètres et continue de s'enfoncer. À Vancouver, au Canada, il y a des zones qui se sont affaissées de plus d'1 mètre. Donc toutes ces villes que je viens de citer deviennent de plus en plus vulnérables aux inondations côtières à cause de leur affaissement, sans aucune considération des autres paramètres. Nous avons un autre problème qui est probablement le pire. C'est la hausse du niveau de la mer en raison du changement climatique. Le niveau de la mer a déjà augmenté d'environ 20 cm depuis la fin du 19e siècle. Et cette hausse s'est accélérée et elle s'accentuera encore en raison du réchauffement climatique en cours. Stefan Ramstorff est océanographe et l'un des plus grands spécialistes du climat. Pour lui, la hausse des océans est largement sous-estimée et aura un impact colossal sur les villes côtières. En particulier en Asie, où la montée des eaux sera plus importante à cause des courants marins et atmosphériques. Pourquoi la mer monte-t-elle? Il y a 2 raisons principales à cela. D'abord, avec le réchauffement climatique, les eaux se dilatent, parce que l'eau chaude occupe plus d'espace. Et deuxièmement, la glace qui se trouve sur les continents, c'est-à-dire les glaciers de montagne ou les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, fondent. Et ça fait monter le niveau de l'océan en proportion. Selon les prévisions les plus pessimistes, le niveau des mers pourrait grimper de près d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Quand on est un profane, on pense peut-être qu'une élévation d'1 mètre du niveau de la mer n'est pas un problème, surtout lorsqu'on se trouve sur une plage par temps calme. Le véritable danger apparaît au moment des ondes de tempête. Une onde de tempête monte bien évidemment plus haut quand elle commence déjà 1 mètre plus haut à cause de la montée des océans. Il y a moins de frottement sur le fond de la mer quand l'eau est plus profonde. Et ceci augmente encore très fortement le danger des ondes de tempête.
Nous allons probablement perdre des villes côtières en raison de la montée de la mer, parce que nous ne pourrons pas les protéger. Si on considère le XXe siècle, pour la plupart des villes, l'affaissement a été bien plus important que la hausse des océans induite par le climat, parce qu'on parle de mètres de différence, alors que le niveau de la mer a monté peut-être de 17 à 20 cm durant le XXe siècle. Au XXIe siècle, on attend une hausse bien plus importante du niveau de la mer qui affectera toutes les villes côtières, et pas uniquement celles qui connaissent de la subsidence. Donc, la hausse des océans au XXIe siècle sera bien plus importante que ce qu'on a connu historiquement. La subsidence et la montée du niveau de la mer aggravent la situation dans le même sens. Donc, même si on arrive à résoudre la question de l'énergie du réchauffement climatique, on aura toujours le problème des sols. Ces deux phénomènes ont des causes différentes, certes liées à l'homme, mais sans rapport entre elles. Certaines grandes villes sont-elles dès lors condamnées à disparaître au cours des prochains siècles? La subsidence et le changement climatique sonneront-ils le glas de l'urbanisation galopante le long des littoraux? Malgré la menace, malgré les incertitudes sur l'avenir, la boulimie urbaine continue. Les gens affluent dans les villes, espérant y trouver du travail, des soins de santé et une meilleure scolarité pour leurs enfants. Selon les estimations, 22% de la population de la Terre vivra dans les grandes villes côtières en 2050. De plus en plus de personnes migrent vers les villes. Plus de la moitié de la population vit dans les villes. Nous ne sommes plus ruraux, nous sommes devenus une espèce urbaine. Il y a donc beaucoup plus de gens qui vivent dans la zone côtière et donc plus de bâtiments et d'infrastructures. Et souvent, ce développement se fait sans tenir compte du danger des inondations. Située sur le delta du Yangtze, Shanghai est l'un des meilleurs symboles de cette urbanisation frénétique. Avec plus de 23 millions d'habitants, elle ambitionne de devenir la première place financière d'Asie. Et pour continuer d'incarner le rêve chinois, elle ne cesse de s'étendre et de s'élever vers le ciel. Mais comme Bangkok et Tokyo, Shanghai s'enfonce inexorablement. À certains endroits de la ville, à cause des pompages, elle a perdu 3 mètres depuis 1920. Les Chinois ont cependant été les premiers à étudier cette inquiétante subsidence et à mettre en place des outils de contrôle. Ici, les autorités ont ouvert un centre de monitoring de l'affaissement des sols. Voici ce qui nous permet de surveiller l'évolution de la subsidence des couches du sol à différentes profondeurs. Et aujourd'hui, le monitoring est entièrement automatisé. Ce que nous voyons ici, c'est un puits de surveillance du niveau des eaux souterraines, avec des repères des différentes couches du sol. Ils permettent d'observer les variations de la subsidence à plus de 200 mètres de profondeur. Profondément enfoncés dans la terre, des dizaines de sondes bardées de capteurs mesurent en temps réel les déformations du sol. La subsidence est un phénomène irréversible et persistant. Ce dessin en 3D permet de voir les variations de la subsidence de 1960 jusqu'en 2010. On voit l'aggravation continue de la subsidence, jusqu'au moment où la mise en place des mesures efficaces ont permis de ralentir la vitesse de l'affaissement et de maîtriser son évolution. Depuis 1966, les pompages dans les nappes phréatiques ont été sévèrement encadrés à Shanghai. Mais l'affaissement de la ville se poursuit encore, au rythme de 6 mm par an.
La subsidence est une menace pour les gratte-ciel de Shanghai et elle a également un impact sur les infrastructures urbaines. Selon certains spécialistes, le poids gigantesque des gratte-ciel serait en partie responsable. L'information est démentie officiellement et pourtant, elle figure bel et bien dans l'une des publications du Centre d'observation de la subsidence de Shanghai. Avec le lancement de la construction urbaine à grande échelle, les travaux d'ingénierie sont devenus ces dernières années un facteur important d'aggravation de la subsidence des sols. La prochaine étape sera de faire des recherches pour étudier l'impact des travaux à grande profondeur et proposer des mesures évitant l'aggravation de la subsidence. En attendant, les chantiers continuent de se multiplier au cœur de Shanghai. Dans une sorte de schizophrénie insouciante, la ville célèbre sa modernité en construisant toujours plus haut. À Shanghai, au cours de ces 30 dernières années, on est passé de 121 immeubles de 24 mètres de hauteur à plus de 1000, et le plus haut atteint 692 mètres. J'en suis très fier. Mon vœu le plus cher est que Shanghai devienne une ville de premier rang. J'ai vu beaucoup de villes dans le monde. Je pense que Shanghai va les rattraper un jour. J'ai participé à la construction d'immeubles de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, jusqu'à celle de la tour Tin Mao, en collaboration avec les Américains. Nous avons cette volonté de construire des immeubles de grande hauteur à Shanghai. Et nous avons acquis suffisamment d'expérience pour contrôler l'impact sur la subsidence de la ville, même au niveau architectural. En réalité, à Shanghai, à 30 ou 40 mètres de profondeur, le sol est très mou, et donc les constructions pourraient provoquer un affaissement. C'est pour cette raison que le poids des immeubles est supporté par des fondations de 60 à 100 mètres de profondeur. De ce fait, la construction des gratte-ciel n'a pas d'impact sur la subsidence de la ville. Rien ne semble pouvoir arrêter la frénésie de grandeur de Shanghai. Pas même les menaces climatiques qui pèsent lourdement sur la ville. Depuis toujours, la vie urbaine est en effet rythmée par les taifong. Ce mot, qui tétanise les habitants, désigne les typhons tropicaux. À l'origine de vents violents et de pluies torrentielles, ils perturbent régulièrement le fonctionnement de la ville. À Shanghai, le pire, c'est quand les crues, les marées et les précipitations se combinent. Dans ce cas, je pense que Shanghai n'est pas encore bien préparé. Comme en 2013, quand on a eu le typhon Phyto, les pertes ont été énormes. Quand la marée est à son maximum et que la zone urbaine est inondée à cause des pluies torrentielles ou des crues, cela devient très difficile d'évacuer l'eau à travers les systèmes de drainage. Shanghai doit contenir l'afflux de toutes ces eaux, les crues qui descendent du lac Taïrou, les grandes marées, les ondes de tempête, les pluies torrentielles et les inondations éclairs. Est-il possible de défendre la ville contre toutes ces intrusions? Bien sûr, la première idée qui vient à l'esprit est de construire des murs, toutes sortes de murs. Des digues, des barrières, des barrages ou encore des brise-lames. Ici est installée une barrière anti-vague pour protéger la rivière Suzhou des marées remontant par le fleuve Huangpu. En temps normal, cette barrière est couchée sur le fond de la rivière. Comme ça, elle ne défigure pas le paysage. Et elle se lève une fois tous les matins afin de bloquer les eaux de marée. Plusieurs barrières anti-vagues sont installées au cœur du vieux Shanghai. Les 23 000 km de canaux et de rivières qui quadrillent la ville sont aussi parcourus de digues et de nombreuses écluses.
Cette ligne de défense contre l'attaque des vagues et de l'onde de marée montante s'étend bien au-delà des limites de la ville. Pour John Wenwei, chercheur et militant écologiste, tous ces murs posent de nombreux problèmes. Le long des côtes chinoises, il y a des milliers de kilomètres de digues comme celle-ci. D'un côté, le gouvernement a construit cette digue pour transformer les zones humides en terrains agricoles. Et d'autre part, cette digue joue un rôle important pour protéger les gens de la mer. Les zones humides protègent Shanghai, mais elles servent aussi d'habitat à de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons. Donc le gouvernement de Shanghai prête beaucoup d'attention à la conservation des zones humides. Ils ont créé 2 réserves naturelles dans l'estuaire du Yangtze. Et on a beaucoup de discussions. Où protéger? Où est notre ligne rouge? Si on construit trop de digues, on va perdre beaucoup de zones humides. Si les digues du littoral chinois s'avèrent être un désastre environnemental, de qui cela sert-il les intérêts? Plus de 10 000 km de digues ont été construites, et cela continue. À certains endroits, une seconde digue s'élève pour gagner encore des terres sur la mer, au bénéfice des promoteurs. Après la Grande Muraille de Chine, le pays s'est désormais doté d'une muraille de la mer. En Thaïlande aussi, Bangkok s'est entouré de murs. Pas pour se protéger de l'océan, mais des crues des fleuves arrivant du nord. Ici, les barrières ne posent pas de problème écologique majeur, mais elles sont à l'origine de drames humains. Construite dans les années 1980, la digue du Roi, longue de 170 km, protège le centre de la ville. La population qui vivait autrefois au bord de l'eau se retrouve aujourd'hui derrière des murs qui ont déjà été surélevés à plusieurs reprises. Mais un tel mur peut-il tenir en toutes circonstances face aux inondations? Et s'il venait à se briser? Ce scénario dramatique s'est produit à Bangkok lors des inondations de 2011. Sous le poids de l'eau des crues, une partie de la digue a cédé. Le gouvernement a dû réparer en urgence avec 6000 sacs de sable. Le centre-ville était sauvé. Mais de l'autre côté, plusieurs milliers d'habitants ont été obligés de rester les pieds dans l'eau. Les murs séparent toujours les peuples en deux. Ceux qui sont du bon côté et les autres, généralement les plus pauvres, condamnés à rester à l'extérieur du périmètre protégé. Ici, la situation a duré plus de 2 mois. Et plus le temps a passé, plus les conditions sanitaires sont devenues dramatiques au cœur des eaux stagnantes, contaminées par les égouts et les cadavres d'animaux. Au total, les inondations de 2011 à Bangkok ont fait 657 morts. C'est triste car la plupart sont des gens âgés. Ils s'inquiètent pour leurs biens et leurs maisons. Ils ne veulent pas partir même si l'eau monte jusqu'au niveau de leurs meubles. Et du coup, ils dorment sur les meubles et se retrouvent pratiquement collés au plafond. Pour les gens situés derrière les sacs de sable, c'était dur. Ils voulaient enlever les sacs et relâcher l'eau dans la ville. Et il y a eu des bagarres entre les gens des deux côtés. Regardez cette eau pourrie, ça sent mauvais en permanence. Comment est-ce que les gens peuvent vivre ici? Ils ont protégé Bangkok, mais pas la banlieue. Ils n'ont protégé que Minburi et la ville de Bangkok. L'image qui m'a sans doute le plus marqué, c'était des gens qui étaient debout sur cette digue, avec un côté où tout était sec
alors que de l'autre côté du mur, vous aviez des communautés entières sous 1 ou 2 mètres d'eau. Ça donnait une idée de la tension. Et la question est de savoir comment gérer ces inondations, comment prendre des décisions et quels intérêts vous allez décider de protéger. Ce mur était pour moi emblématique des défis qui vont se présenter de plus en plus pour les villes. Pas seulement à Bangkok, mais dans le monde entier. Les conséquences sur la pauvreté, mais aussi les impacts économiques des inondations dans les grandes villes font aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. À Washington, les experts de la Banque mondiale se penchent sur cette problématique depuis plusieurs années. Le problème du lien entre les inondations et la pauvreté, c'est qu'à partir du moment où les pauvres sont plus vulnérables et perdent plus en proportion de ce qu'ils ont que les riches, c'est une machine à augmenter les inégalités. Donc, si vous êtes un petit peu plus pauvre que les autres, vous allez habiter dans une zone un peu plus risquée et vous allez perdre plus souvent ce que vous avez dans les inondations. Et donc, rattraper les plus riches va devenir encore plus difficile. Dans notre société mondialisée, les dégâts causés par les inondations s'étendent bien au-delà des villes directement touchées. À l'aube du 3e millénaire, la planète tout entière est reliée, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Quand Bangkok a subi ces graves inondations, on a réalisé qu'elle n'était pas simplement une ville thaïlandaise, mais une ville du monde. Les inondations de 2011 ont coûté près de 45 milliards de dollars, et plus frappant encore peut-être, leurs effets ont été ressentis partout dans le monde. Le prix des disques durs a doublé, car la moitié des disques durs dans le monde étaient produits dans la région de Bangkok. Et à ce moment-là, la chaîne d'approvisionnement s'est trouvée rompue. Environ 6000 routes ont été endommagées. L'un des principaux aéroports a été fermé. C'est vraiment un des défis de la mondialisation. On vit dans un monde très intégré et Bangkok est un vrai maillon de la chaîne d'approvisionnement mondiale. On l'a bien senti, non seulement ici à Bangkok, mais partout dans le monde. Au-delà des pertes humaines et matérielles, les inondations représentent donc un coût exorbitant pour l'économie mondiale. Et bien sûr, un véritable gouffre pour les États concernés. Car ces derniers doivent non seulement réparer les dégâts, mais aussi absorber les pertes liées à la rupture des échanges internationaux. Donc pour une ville, c'est une somme gigantesque aux États-Unis. Si vous pensez à un coût similaire pour une ville d'un pays en voie de développement, ça devient un obstacle majeur. Il suffit de 20 cm de montée du niveau de la mer et de prendre en compte ce mécanisme de subsidence pour avoir des risques d'inondation dans ces grandes villes côtières qui augmentent d'un niveau qui est autour de 6-7 milliards de dollars par an aujourd'hui à des chiffres qui deviennent absolument gigantesques. Donc, dans le scénario qu'on regardait où on ne fait rien du tout, on arrive à des coûts qui montent à 1000 milliards de dollars, mais attention, ce chiffre ne veut pas dire que on va en arriver là, parce que c'est un chiffre qui est tellement élevé. Tout ce qui montre, c'est que le scénario où on ne fait rien n'est pas un scénario réaliste. Construire des protections prend du temps, et c'est une chose que les gens n'évaluent pas toujours bien. En ce qui concerne Londres, il y a eu une inondation importante sur la côte est de l'Angleterre, et si Londres elle-même n'a pas été inondée en 1953, les zones alentours l'ont été, et les gens ont pris conscience de l'importance du risque d'inondation pour Londres, déclenchant tout un processus qui a abouti à la barrière sur la Tamise. Mais elle n'a été inaugurée qu'en 1982, soit 29 ans après l'inondation de 1953. Cela démontre qu'il faut 20, 30 ans parfois pour répondre à des inondations majeures, et que la planification pour ce genre de problématique se fait sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut transformer d'un seul coup et en espérer un résultat immédiat. Aujourd'hui, les Anglais ont décidé de rehausser la barrière de la Tamise. Ces grands travaux qui s'étalent sur plusieurs décennies se multiplient partout dans le monde. Dans la lagune de Venise, par exemple, cela fait plus de 10 ans que le système de défense est en construction. Au Japon, on atteint même l'apogée de cette course à la protection. Le gouvernement a investi des milliards de yens pour construire des murailles, installer des portes anti-inondation,
relever les digues. Au fil du temps, les 116 km² bordant la baie de Tokyo sont devenus une forteresse. On a construit des digues, des murs de protection et aussi des systèmes de portes anti-inondation pour protéger la zone intérieure. En cas d'urgence, on ferme la porte pour empêcher l'eau de pénétrer dans cette zone. Ici est notre zone intérieure. Et la ligne de protection est ici. Nous sommes ici sur une voie navigable en baie de Tokyo. Et ce côté-là est la zone protégée. Et là, on peut voir une porte de protection. Plus d'une vingtaine de ces précieuses portes protègent la zone. Ces protections s'étendent aussi sur des kilomètres à l'extérieur de la capitale nippone. Après les portes sur l'eau, il y a les portes sur les rues, pouvant isoler la ville en cas de montée des eaux. Nous avons ici une porte coulissante anti-ondes de tempête, qui va se déplacer de ce côté en cas d'onde de tempête. La rue qui est ici sera alors fermée, car de l'autre côté, une porte viendra la fermer et empêcher les voitures de passer. Donc les gens devront laisser leur voiture à l'extérieur et regagner à pied la zone sécurisée. Les Tokyoïtes sont régulièrement appelés pour des exercices d'évacuation que la population a totalement intégrés. Dans le centre de contrôle des inondations, une équipe veille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur ce réseau de remparts. Cet imposant dispositif permet d'isoler totalement la ville en cas de danger. Et les travaux de renforcement continuent sans cesse. Mais c'est sous terre que les Japonais ont caché leur système de protection le plus impressionnant. D'énormes réservoirs cylindriques situés hors de la ville sont connectés à des kilomètres de tunnels qui acheminent l'eau depuis la banlieue de Tokyo. Cette véritable cathédrale souterraine est destinée à collecter les eaux en excès. Ensuite, grâce à des turbines de moteurs d'avion, celle-ci est évacuée progressivement vers la rivière Edo. Au cours des 12 dernières années, le complexe a servi 91 fois, c'est-à-dire en moyenne 7 fois par an depuis la mise en service de cette infrastructure. Toutes ces protections, en surface comme en profondeur, ont fait de Tokyo une citadelle presque imprenable par les flots. Et pourtant, aujourd'hui encore, les habitants ne dorment pas en paix. Ce qu'ils craignent le plus, une vague gigantesque de 5 mètres de haut qui ferait plus de 2000 victimes. De nouveaux travaux sont donc prévus pour rehausser les murs encore une fois. On peut très bien imaginer avoir des zones côtières protégées par des murs de 6, 8 mètres, 10 mètres. On sait faire techniquement. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de vivre derrière des murs de 6, 8, 10 mètres. Et encore une fois, une protection artificielle, c'est toujours quelque chose qui peut lâcher. Avant 2011 et le tsunami Tohoku, nous pensions qu'il était possible de protéger les populations contre les tsunamis. Mais après 2011, nous avons réalisé que notre pouvoir était bien faible face à celui de la nature.
Nous, ingénieurs civils, nous avons dû revoir notre position. Avant, on essayait de construire des structures de protection très solides. Mais aujourd'hui, nous expliquons aux résidents qu'en cas de très forte onde de tempête ou de tsunami, ils doivent se sauver, ils doivent s'enfuir. Se barricader ou fuir. Aucune des deux options n'est satisfaisante. Ce bras de fer que nous engageons contre les forces de la nature n'est-il pas vain? Et pourtant, l'humanité n'a d'autre choix que d'affronter les aléas climatiques. Selon un rapport de la Banque mondiale, au-delà d'un certain niveau de dérèglement, nous n'aurions plus la moindre prise sur l'augmentation de la température et ses conséquences inimaginables. Et nous aurions atteint ce seuil critique où tout s'emballe. L'histoire de la prise de conscience du réchauffement de la Terre commence il y a longtemps. Les premières expertises rendues au président des États-Unis, qui alarmait sur le réchauffement dû aux émissions de gaz carbonique, datent de 1965. Et les premières recherches sur l'instabilité de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, qui mènent à la hausse du niveau de la mer, datent des années 70. Il y a eu de sérieux avertissements à cette époque, qui nous informaient déjà de ce que nous voyons arriver aujourd'hui. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas, écrivait déjà Victor Hugo en 1840. Et pourtant, les scientifiques nous alertent sans cesse. Prévoir les tempêtes, est-ce un art ou une science? En fait, c'est un peu les deux, parce que les prévisions météorologiques sont une science, mais pas une science exacte, parce que nous prédisons des événements à une semaine ou plus. Et il y a un certain chaos dans la nature qui est essentiellement imprévisible. À l'université de Stony Brook, à New York, Malcolm Bowman enseigne l'art de prédire les tempêtes. Une prévision a posteriori, c'est prédire ce qui s'est déjà passé. Vous pouvez penser c'est stupide, on sait ce qui s'est passé. Mais cela nous aide à rendre nos modèles informatiques de prévision météorologique et d'ondes de tempête plus précis. Nous regardons les ouragans historiques en utilisant les informations recueillies par les météorologues et les océanographes. Ainsi, nous pouvons voyager dans le temps et utiliser les modèles informatiques pour voir s'ils peuvent reproduire une tempête qui a eu lieu et comment cette tempête est reconstruite. Et si le modèle fonctionne bien, cela nous donne confiance. Cela permet de nous entraîner, de tester nos ordinateurs pour être sûr qu'ils font bien leur travail. Mais cela reste difficile et bien que les modèles informatiques deviennent plus perfectionnés, il reste encore beaucoup d'incertitudes. Notre travail consiste à comprendre ce que l'avenir nous réserve, notamment les répercussions de nos choix sur cet avenir. Donc, dans nos recherches, on peut constater que si la société fait certains choix et emprunte certains chemins, les choses iront mieux que s'ils font d'autres choix. Donc, notre mission est vraiment de pointer vers ces choix. Je sais personnellement ce que je ferais ne serait-ce que pour aider la société à appréhender une décision et les conséquences qui en découlent, et en faire état. Face à cet avenir incertain, et pour ne pas foncer droit dans le mur, il semble temps désormais de changer d'état d'esprit, de revoir notre manière de nous protéger. Aux Pays-Bas, où les hommes sont depuis toujours confrontés au risque d'inondation, on a justement fait de nouveaux choix pour mieux préparer l'avenir. Ce territoire ultra-plat, entouré d'eau sur plus de 500 km et situé en partie sous le niveau de la mer, est aujourd'hui le pays le mieux protégé au monde. Vous ne pouvez pas dire aux Néerlandais d'aller se réfugier sur les collines. Ils n'ont pas de collines. Et les Belges, les Français et les Allemands ne vont pas accueillir 20 millions de réfugiés hollandais. Alors ces Hollandais se sont dit, on va se battre et on va tenir la mer à distance, aussi longtemps que possible. J'aime redécouvrir les cartes que nous avons dessinées. Nous étions de grands cartographes aux Pays-Bas. Et si on regarde les cartes de la Hollande du XVIe siècle ou même du XIIe, et qu'on fait une analyse coût-bénéfice à partir de ces cartes, on aurait tous émigré vers la France ou l'Allemagne parce qu'il n'y avait que de l'eau. Mais nous avons transformé ce pays en un lieu où on vit avec l'eau au lieu de la combattre. Nous avons construit plus de 3500 polders, faisant du delta un atout.
se protéger de l'eau devenant une part de notre culture. Henk Ovink est l'un des meilleurs experts hollandais de la problématique de l'eau. Il est l'un des porte-parole de ce changement total de philosophie. Comment vivre avec l'eau? C'est la grande question. Les Néerlandais ont trouvé un moyen d'embrasser l'eau dans sa complexité, à la fois une menace et un atout, et jouant un rôle clé dans notre économie et notre société. Dans les années 1100, nous avons instauré une autorité régionale de l'eau pour englober la question de l'eau dans l'administration de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons réinventé ce mode de gouvernance avec le nouveau programme Delta. Au cours du XXe siècle, les Pays-Bas ont, comme les autres pays, construit des digues, des barrages, d'immenses barrières contrôlant le débit des vagues le long des côtes. Mais ils ont vite compris que ces constructions ne les protégeraient que partiellement à long terme. Dans le cadre du programme Delta, le pays s'attelle donc à rendre à l'eau toute sa place et à mieux cohabiter avec elle en combinant les barrages et l'aménagement du littoral. C'est un changement de vision. Il ne s'agit plus de lutter contre l'eau avec des barrages et des digues toujours plus hauts et en grignotant de plus en plus d'espace sur l'eau. Il faut imaginer des projets qui sont en adéquation avec la nature au lieu de la combattre. Ce changement de perspective est la clé pour limiter les catastrophes à venir. Mais l'engagement doit venir du plus haut niveau de l'État. Les dirigeants du monde sont-ils prêts à s'engager réellement ? Le problème, quand on regarde la façon dont politiquement les choses se passent dans les pays, en général, les grandes transformations des réglementations ou bien les grands investissements de protection se passent après une catastrophe. Mais c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aimerait sortir de ce cycle dans lequel on a besoin d'une catastrophe pour mobiliser l'action publique. C'est dans la nature humaine d'espérer que des événements négatifs ne vont pas se produire pendant qu'on est là, aux commandes. Et les dirigeants politiques, comme tout le monde, espèrent, croisent des doigts, que ça arrivera plus tard, quand ils ne seront plus au pouvoir, quand ils seront confortablement à la retraite. Quelle est cette gouvernance? Qui sont ces gens qui décident qu'on peut laisser 5, 10 ou 20 millions de personnes vivre sur un delta sans se soucier de le protéger de façon adéquate? Il ne faut pas attendre une catastrophe pour agir. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire agir avant la catastrophe. Si on avait un document cacheté comme un testament ou une capsule temporelle qui soit scellé et que les générations à venir l'ouvrent après 50 ans, voici ce qu'ils liraient. Écoutez, on a eu une immense catastrophe. On a échoué à la prendre au sérieux. Et on n'a pas fait assez pour protéger les générations futures. Eh bien, ils seraient en droit de se demander pourquoi nous avons été si lents. À Hambourg, en Allemagne, on a compris que la volonté politique était le premier acte indispensable pour protéger cette ville contre les ondes de marée remontant de la mer du Nord. Autour du port, le gouvernement a lancé le plus vaste projet de développement urbain en Europe, Hafen City. Son principe, bâtir un nouveau quartier avec ses commerces, ses habitations et ses bureaux, à la place des anciens entrepôts portuaires. Ce futur quartier est situé totalement en zone inondable. Mais son architecture intègre en amont le risque de submersion avec une topographie inventive. Nous avons développé 2 niveaux topographiques ici à Hafen City. À 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui correspond au niveau du port d'autrefois, nous avons développé une promenade et la possibilité pour les visiteurs et les habitants de Hafen City de circuler autour du bassin portuaire. Dans le secteur dans lequel nous nous trouvons maintenant, il y a les bâtiments et les infrastructures de transport, les routes et le métro. Et grâce à cela, tout le cœur de Hafen City se trouve protégé. À Hafen City,
il s'agit de réinventer le concept de pilotis. Les bâtiments et les infrastructures à protéger des eaux sont surélevés sur des socles de 5 mètres, tandis que les parties basses contiennent des squares et des parkings étanches. En 2013, lorsque Hambourg a été victime d'inondations, le système a démontré son efficacité. Les premiers édifices et les habitants de Hafen City n'ont pas été touchés. Nous avons développé ici, collectivement, une vision qui anticipe les risques pour les 100 ou 200 prochaines années. Et nous avons établi ce système ensemble avec les investisseurs privés et les pouvoirs publics. Le concept de Hafen City est quelque chose d'unique au niveau international. Parce que pour la première fois, le développement de la ville et le risque venant du niveau des eaux ont été intégrés, tout en améliorant la qualité de l'espace urbain. D'ici 2025, Hafen City devrait héberger 12 000 personnes et accueillir 40 000 emplois le long de ses 10 km de quais réaménagés. Cet ambitieux projet est un modèle pour répondre, à l'avenir, au désir d'expansion des mégapoles côtières. Mais comment protéger une ville déjà existante de l'assaut des flots? Il serait inimaginable de mettre tout New York sur des pilotis. Et pourtant, la mégapole figure sur la liste des 136 villes les plus vulnérables aux inondations. New York et ses 8,5 millions d'habitants sont littéralement assis sur l'océan. La ville n'est pas protégée. Après le passage de l'ouragan Sandy en 2012, les États-Unis ont lancé un programme de protection novateur. Pour mener à bien cet ambitieux projet, le gouvernement américain a fait appel à l'envoyé spécial des Pays-Bas pour les affaires liées à l'eau, Henk Ovink. Cette ville est un lieu où le monde entier se retrouve. En ce sens, elle est un peu le miroir du monde. C'est pour ça que l'ouragan Sandy a été un événement aussi important. Et c'est exactement ce qu'a exprimé le président Obama en disant « Nous devons veiller à ce que la reconstruction de New York soit un exemple pour le monde ». Pour aller de l'avant, que faut-il faire? Ne pas utiliser Sandy, Irène ou Katrina comme référence pour ce qu'on va faire? Il faut prendre le futur comme référence, ce qui veut dire, par définition, qu'on va devoir innover, qu'on va devoir capter de nouvelles idées, une science nouvelle, de nouveaux modes de financement et de gouvernance afin de repenser, réinventer et reconstruire cette région au mieux. Et tout ça va accroître la résilience. Résilience urbaine. Tel est le nouveau concept qui guide la philosophie d'Henk Ovink et des autorités new-yorkaises. Notre vision de la résilience, c'est que nos quartiers, nos économies, nos services publics essentiels soient capables de faire face aux impacts du changement climatique et aux menaces qui pèsent sur le XXIe siècle, et d'en sortir encore plus fort. Ces deux aspects conjugués, impact limité et reprise plus rapide, représentent ce que nous entendons par résilience ici à New York. Nos zones inondables augmentent avec la hausse du niveau de la mer. Le gouvernement fédéral a cartographié la zone inondable de New York, montrant qu'on est passé de 200 000 à 400 000 habitants. Et cela augmente encore. Donc, nous éduquons les gens à ce risque, à ce qu'ils doivent faire pour s'y préparer, y compris le fait de souscrire une assurance contre les inondations. La résilience ne concerne pas que les infrastructures et les bâtiments. La résilience parle de l'être humain. C'est ce que je trouve si important dans notre capacité à apprendre. C'est vraiment un processus culturel, social et physique. C'est ce qui en fait un concept si global pour répondre aux futurs risques et aux incertitudes. C'est pourquoi la résilience peut être un moteur très puissant pour aller de l'avant. La résilience est héritée d'un concept issu de la mécanique, puis repris par l'écologie et la psychologie. Ce mot désigne la capacité d'un système ou d'un être vivant à absorber un choc et à retrouver ensuite ses fonctions initiales.
La résilience urbaine est la capacité d'une ville à non seulement rebondir, mais aussi à continuer de se développer et prospérer, qu'elle soit confrontée à des épisodes aigus qu'on appelle chocs ou des problèmes chroniques qu'on appelle stress. À New York, cette philosophie s'est incarnée dans le projet Rebuild by Design, c'est-à-dire reconstruire la ville en la redessinant. Lancé en novembre 2013 sous la direction d'Enkovink, il s'agit du plus grand concours international d'urbanisme jamais organisé aux États-Unis. Et celui-ci pourrait changer à jamais le visage des côtes de New York. Pour réinventer le futur, Ovink a mis tout le monde autour de la table. Maires, architectes, ingénieurs, urbanistes, spécialistes des réseaux électriques et bien sûr, les résidents qui sont les premiers concernés. Nous avons investi des mois de collaboration avec des centaines d'organisations, des milliers de personnes, sélectionné 10 équipes interdisciplinaires d'envergure internationale, rien que pour faire des recherches sur place, pour capter les vulnérabilités et les interdépendances de la région, et aussi recueillir les histoires de tous les gens durement touchés par Sandy. Toute cette recherche a fait émerger une véritable compréhension régionale. Rebuild by Design propose une approche collaborative et nous invite à regarder vers les régions plutôt que de se limiter à une approche individuelle. On a besoin de cette approche régionale pour se diriger vers des solutions globales. Nous ne savons pas encore ce qui serait la meilleure solution pour cette berge, et pour cela, nous allons aussi consulter les habitants. On a questionné les gens sur leurs inquiétudes, sur leurs besoins, sur leur aménagement du bord de l'eau idéal. Puis on a tenté de voir si une protection contre les inondations à la fois nécessaire et utile pouvait aussi répondre aux rêves et aux attentes des riverains. Je ne veux plus voir de murs dans le paysage. Je ne veux plus voir les gens coupés de la nature. Ça fait 200 ans qu'on fait ça. Plutôt que de construire un mur tout monotone qui devient littéralement une ségrégation entre la vie urbaine et l'eau, on voudrait voir si on peut arriver à la même géométrie, la même hauteur, mais avec différents profils. Le mur pourrait parfois devenir un banc ou se transformer en paysage, d'autres fois ce serait un espace vide à occuper, ou encore un petit pavillon qui pourrait basculer. Nous avons besoin d'une idéologie d'engagement avec la nature qui soit différente, où on ne soit pas dans le contrôle ou dans le blocage, mais dans un accroissement de la perception, dans un engagement plus actif et fondamentalement dans une vraie gestion du paysage. Le projet Rebuild by Design a suscité un engouement tel qu'il a surpris les organisateurs eux-mêmes. Au total, 148 projets issus de 12 pays ont été proposés. Finalement, les 6 meilleurs ont été sélectionnés et ont obtenu un financement de 1 milliard de dollars. Le premier d'entre eux, Living Breakwaters, Brise-Lames vivant, concerne une vaste zone résidentielle de Staten Island. Les moyens de défense s'appuieront sur la recréation d'écosystèmes naturellement protecteurs et l'introduction de près d'1 milliard d'huîtres. Ce qui est différent dans notre approche, c'est cette combinaison de stratégies aussi bien sur la terre que dans l'eau, les récifs et les dunes. Ensemble, ils vont réduire l'action des vagues, prévenir l'érosion et globalement reconstruire le littoral. Donc plutôt qu'un brise-lames conventionnel qui consisterait à empiler de façon très régulière des blocs de pierre identiques, nous avons ce que nous appelons des rues de récifs. Elles sont bordées par ces structures crénelées recouvertes de béton écologique à bas pH et ces blocs sont conçus spécifiquement pour servir d'habitat aux poissons. Le second projet concerne la presqu'île de Manhattan. Le Big U, c'est son nom, sera un véritable mur invisible de 16 km de long. Il protégera les buildings et rendra l'accès aux berges aux New-Yorkais en les transformant en espaces de vie et de loisirs. L'idée du Big U, c'est de proposer une protection contre les inondations pour le sud de Manhattan. Cette ligne sèche qu'est le Big U est une sorte de caméléon urbain, car elle change d'apparence et de caractère en fonction du quartier qu'elle traverse.
Parfois, l'espace qu'elle occupe passe sous la voie rapide, puis se transforme en pavillon ou en plateforme inclinée. D'autres fois, on dirait presque un banc géant. Ailleurs, elle participe à la surélévation du paysage, ce qui isole le parc situé au bord de l'eau du bruit de la voie rapide, tout en protégeant la ville des inondations. Il y aura seulement des parcs et des pavillons. Mais secrètement, à l'intérieur, il y aura la protection nécessaire contre les inondations. Mais jamais de mur. Dans l'État voisin du New Jersey, la petite ville de Hoboken est la troisième gagnante. Construite sur une terre au ras de la rivière Hudson, elle est en cas de pluie très souvent inondée. Ici, 230 millions de dollars seront investis dans des réaménagements. Les égouts et les circuits d'évacuation seront notamment séparés et redessinés. L'objectif, limiter les risques sanitaires en évitant les remontées toxiques en cas d'intrusion d'eau dans la ville. Donc travailler ensemble sur un cycle complet, résister autant que possible, retarder l'arrivée de l'eau, la stocker et finalement l'évacuer. Je pense que si on arrive à mettre tout ça en œuvre, la ville sera protégée. Il y a la résilience, mais il y a aussi la capacité à prendre des décisions difficiles. Et ici à Hoboken, c'est moi qui prends ces décisions difficiles. On a voté des lois qui disent non, vous ne pouvez pas construire sur les quais, vous ne pouvez pas construire au bord de l'eau. On ne va pas mettre nos futurs résidents en danger en acceptant des constructions le long du fleuve. Rebuild by Design a été une force de collaboration où nous avons essayé de travailler avec chacun, ce qui veut dire aussi lancer un processus instaurant un climat de confiance pour tous ces groupes disparates. Le dialogue avec les habitants s'est révélé particulièrement crucial pour une autre zone lauréate sur la péninsule de Hunts Point, dans le Bronx. Ce quartier est le centre névralgique de l'approvisionnement en nourriture pour New York et une grande partie du New Jersey. Mais c'est aussi là que vivent les habitants les plus pauvres de tous les États-Unis. Ici, les travaux de protection doivent également servir à lutter contre le chômage et améliorer la qualité de vie de cette communauté dont les enfants ont un taux d'asthme élevé à cause du passage incessant des camions frigorifiques. Nous sommes très vulnérables et un projet comme Hunts Point Lifelines nous permet non seulement de répondre aux inondations par des protections structurelles, mais aussi de nous attaquer à d'autres problèmes comme la pauvreté, en les reliant à la création d'emplois assurant des salaires de subsistance et à des carrières associées à la résilience. Si les gens qui sont le plus affectés ne participent pas aux discussions sur la façon dont on doit se préparer et répondre en tant que communauté dans une société, alors les solutions vont venir d'en haut et ça ne marchera pas. Des programmes intégrant l'amélioration du cadre de vie, des protections basées sur les qualités intrinsèques de la nature, des murs invisibles transformés en lieux de récréation. Tous ces projets sont déjà en train de voir le jour. Ils seront suivis par d'autres et peu à peu, c'est une nouvelle vision de la préservation des villes qui est en train d'émerger. À New York, la résilience urbaine est vue comme la solution idéale pour mieux se protéger. Mais cette philosophie est-elle vraiment suffisante? Est-elle généralisable à d'autres villes moins riches comme Manille, Bangkok ou Dhaka? Pour l'heure, l'idée ne fait pas tout à fait l'unanimité. La résilience est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de la protection. Être résilient, c'est récupérer, mais on se retrouve au même point qu'avant la crise. Il faut se mettre d'accord sur le mot résilience, et je pense qu'il y a un danger à ce que tout le monde s'engage sur la voie de la résilience, alors qu'ils ne mettent pas la même chose derrière ce mot. La résilience, ça ne se limite pas à construire des murs de protection. C'est aussi changer les mentalités des citoyens et la façon dont les gouvernements et les gens qui gèrent la ville envisagent l'avenir. Malgré les débats en cours, la résilience est aujourd'hui au cœur des réflexions. Récemment, elle a inspiré un vaste projet, 100 villes résilientes, lancé en 2013 par la Fondation Rockefeller aux États-Unis. Son principe, un réseau de 100 villes partage leurs solutions pour mieux intégrer les facteurs environnementaux, mais aussi économiques et sociaux dans un futur incertain.
Le programme 100 villes résilientes est une initiative passionnante pour vraiment changer de paradigme. C'est-à-dire que toutes les villes, qu'elles soient riches, pauvres, grandes ou petites, ont besoin de penser à la résilience d'une manière nouvelle, et pas seulement pour répondre au changement du climat, mais aussi pour les chocs économiques. Si on pense à une ville de 2 ou 3 millions d'habitants qui d'ici quelques années sera une ville de 4 ou 5 millions, cela veut dire qu'ils font des choix aujourd'hui pour leurs infrastructures, leur plan d'occupation des sols, la localisation des quartiers. Et on peut leur apporter du savoir-faire dans ces domaines avec ce concept de résilience. De cette manière, on peut vraiment avoir un impact immense. Il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais néanmoins, dans ces limites, nous avons pas mal de choix, pourvu que nous soyons proactifs et que nous commencions à planifier aujourd'hui. C'est le message clé. Ces problèmes sont prévisibles et nous pouvons prévoir toutes les questions que nous devons traiter au XXIe siècle, maintenant. Face aux inondations, les mégapoles côtières sont à un tournant de leur histoire. Et si elles ne réagissent pas, elles pourraient entraîner dans leur naufrage une partie de nos vies. Mais à long terme, ne faut-il pas s'interroger sur la manière pour le moins paradoxale dont nous conduisons nos sociétés? En faisant disparaître la nature sous le bitume, nous anéantissons sa formidable résilience. Et nous demandons maintenant aux villes de devenir résilientes à la place des écosystèmes naturels. N'est-ce pas le monde à l'envers ?